Bonjour ou bonsoir, bienvenue pour les nouveaux et bon retour pour les autres. Les Effacés, chapitre 2, Paris. La porte était restée ouverte. Interdit, mademoiselle Isner, la voisine d'en face, hésita à franchir le seuil. Elle appela son mari à l'aide. « René! René !» Mais René ne vint pas. Il était décédé depuis 3 ans maintenant, d'une crise cardiaque, tandis qu'il bêchait le jardin de leur maison de campagne, à Levroux, dans l'Indre. Mademoiselle Isner ne pouvait se séparer de ce réflexe. Quand quelque chose n'allait pas, quand la peur s'insinuait en elle, elle continuait d'appeler son défunt époux. La vieille femme tremblait de tous ses membres, et il lui fallut s'agripper aux étagères du couloir pour progresser jusqu'à la chambre de Neil. J'espère que... psalmodiait-elle. Alors, elle vit Neil, étendu sur le lit, et le sang sur la couette. Blanche, qui dessinait comme un papillon. Son cœur se mit à palpiter à une vitesse folle. Elle eut l'impression qu'elle allait partir, comme avait fait son mari. Elle s'évanouit rapidement. Ce fut la voisine du dessus qui appela le SAMU. Les 2 infirmières, portant un brancard, et le médecin, une jeune femme, durent se frayer un chemin à travers les voisins agglutinés sur le palier. On aurait dit que tout l'immeuble s'était donné rendez-vous devant la porte des Mauriac. L'oncle n'était toujours pas revenu de son rendez-vous hippique. Tous accueillirent l'arrivée de secours avec des mines de soulagement. « Le pauvre ange !» s'apitoya la voisine du dessus, étonnée par la jeunesse du personnel médical. Lui qui venait de perdre sa mère, ce que fait le désespoir. Et l'oncle et la tante qui ne sont même pas là. Vous auriez dû apporter 2 brancards car mademoiselle Isner n'a pas l'air mieux, commenta un vieillard à la peau parcheminée. Dans la chambre, l'urgentiste vêtue d'une blouse un peu trop grande pour elle ne se laissa pas déconcentrer et se pencha sur Neil pour prendre la pleine mesure de son état. Elle pinça aussitôt les lèvres. « Il y a peut-être encore quelque chose à faire, » annonça-t-elle. « Vous diriez à la famille que nous l'emmenons à l'Hôtel-Dieu. » Sa constatation fut accueillie par un silence de tombeau. Elle fit un geste pour demander aux ambulanciers de se saisir du corps, puis s'accroupit près de la vieille dame pour lui prendre le pouls. Ce n'est pas grave, qu'on la porte chez elle et qu'on appelle son médecin traitant. Une simple frayeur. Dans ces bouleversements, personne ne remarqua l'injection que l'infirmier blond, imposant comme une armoire à glace, effectua dans le bras droit de Neil, avant de lui poser un cathéter, puis une perfusion. Il recouvrit enfin le visage de l'adolescent avec un drap blanc, afin de le rendre invisible à l'assistance. L'équipe médicale quitta l'appartement, dévala les escaliers à toute vitesse, les 2 hommes à chaque bout du brancard. La jeune femme tenant la poche de la perfusion. Ils traversèrent la cour, puis le hall du premier bâtiment, en faisant claquer les portes. Une des vitres se brisa dans la manœuvre. Le véhicule du SAMU, gyrophare allumé, stationnait juste en face de la porte. Ils embarquèrent le brancard, sans se faire voir des passants sur le boulevard. Le géant monta à l'arrière. L'autre prit le volant, aux côtés de la jeune femme. Il démarra en trombe, sirène hurlante. Lorsqu'ils passèrent quai de Gesvres, non loin de l'Hôtel-Dieu, au lieu de prendre le pont Notre-Dame et de foncer vers les urgences, ils coupèrent la sirène du véhicule et ralentirent. Continuant leur route par les quais pour sortir de la capitale, ils éteignirent les gyrophares en s'engageant sur le périphérique intérieur et adoptèrent dès lors une allure des plus mesurées. « Il n'y a plus urgence, » fit la jeune femme en enlevant sa blouse. Elle accompagna cette tirade d'un clin d'œil à l'intention du conducteur. À l'arrière du véhicule, derrière les vitres opaques, Ilsa, muette, veillait sur la housse mortuaire que contenait le corps de Cristo Panareteno. Près d'elle, le blond, Zacharie,
essuyait avec une compresse l'hémoglobine sur le crâne de Neil. La tempe du jeune homme était nette, sans aucune trace, sans aucune blessure. Il dormait, simplement assommé, par le coup sur la nuque, puis par le puissant somnifère qu'on lui avait injecté au moment de la pseudo-intervention d'urgence. « Tout va bien ?» demanda Émile, le chauffeur. Mathilde, à côté, hocha la tête. Ils avaient tous deux hâte d'arriver à destination. La housse contenant le cadavre du tueur à gages les gênait fortement. Ilsa n'avait pas desserré la mâchoire depuis son arrivée. L'opération du jour était un succès. Il s'agissait là de leur première mission d'importance. Ce pourquoi leur groupe, les Effacés, existait, leur raison d'être. Après l'autoroute, le véhicule continua sur la francilienne, puis sur la nationale 12, en direction de Velitze. Ce fut ensuite la campagne. Émile traçait sa route, machinalement, guettant les panneaux indicateurs pour se rendre à l'abbaye du Port-Royal des Champs. 3/4 d'heure après son départ, en trombe du boulevard de Sébastopol, le véhicule s'engouffra sur un sentier pentu dont on ne distinguait pas le bout, pour franchir les 2 battants d'une vieille grille de fer qui se rabattirent immédiatement dans un chointement. Puis, le ronronnement du moteur disparut dans le lointain. Et ce fut le silence. La nature reprit ses droits sur le bruit des hommes. Un loriot, perché sur un cerisier tout proche, se mit à chanter. Sur la petite boîte aux lettres vertes, encastrée dans la clôture, entre 2 magnifiques troènes, on pouvait lire un nom, à moitié effacé. Nicolas Mandragore, médecin. Et voilà, c'est tout pour le chapitre 2. Bye bye.